Une odeur de lys flottait dans l'air, s'accrochant à chaque souffle comme un fantôme. Les personnes en deuil murmuraient entre elles, leur voix à peine audible au milieu du sombre bourdonnement de la musique d'orgue qui résonnait dans le funérarium. Au centre de la pièce, le cercueil blanc était posé sous un éclairage tamisé, entouré de bougies vacillantes et de visages baignés de larmes. Karen Harper était figée, les yeux rivés sur le visage immobile de sa fille. Emily avait toujours apporté de la lumière dans les pièces sombres. À présent, le silence qu'elle avait laissé derrière elle était insupportable. Une silhouette s'approcha silencieusement. Ryan Blake. Il gardait la tête baissée, évitant tout contact visuel, les mains légèrement tremblantes. Karen l'observait avec un mélange de chagrin et de suspicion. Il se pencha vers elle et lui murmura quelque chose qu'elle seule pouvait entendre. Karen ne sia pas. Elle ne haleta pas. Elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle se tourna lentement vers lui, le visage impassible, mais les yeux brillants d'une lueur différente. Une lueur plus froide. Sans un mot, elle s'éloigna du cercueil de sa fille et quitta la pièce, laissant derrière elle un silence stupéfait. Personne ne savait ce qu'il avait dit, mais Karen, elle, le savait. Et quoi que ce fût, cela changea tout. Avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche, car ici, nous dévoilons les histoires que d'autres ont trop peur de raconter. Rejoignez des milliers de personnes qui croient que la vérité doit être entendue. Ne manquez pas la suite, elle est plus proche et plus sombre que vous ne le pensez. Emily Harper avait 17 ans, mais elle avait l'âme de quelqu'un qui avait 2 fois son âge. Elle n'était pas la plus bruyante, la plus extravertie, ni la plus populaire. Mais quand Emily entrait dans une pièce, les gens la remarquaient. C'était peut-être sa façon d'écouter attentivement quand les autres parlaient, ou sa façon de rire, comme si elle le pensait vraiment. Son rêve était de devenir médecin légiste, une passion née en regardant de vieux documentaires policiers avec sa mère, Karen. Elle était le genre de fille dont toutes les mères rêvent. Intelligente, douce, fiable. Elle travaillait le week-end dans une librairie locale et faisait du bénévolat dans un refuge pour animaux après l'école. Les murs de sa chambre étaient recouverts de posters de planètes et de schémas anatomiques, collés juste à côté de polaroids rigolos d'elle et de sa meilleure amie, Zoé Mitchell. Karen, mère célibataire et infirmière à l'hôpital local, avait élevé Emily seule depuis l'âge de 5 ans. Leur lien était indéfectible, à la fois mère-fille et meilleures amies. Elles avaient des rituels quotidiens, préparer du chocolat chaud, regarder des séries policières et discuter longuement, souvent jusqu'aux larmes. Mais dans les semaines qui ont précédé la mort d'Emily, Karen a remarqué de subtils changements. Emily a commencé à fermer sa chambre à clé, une habitude qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Elle sursautait au moindre bruit. Son téléphone vibrait constamment, et chaque fois que Karen lui demandait qui c'était, Emily souriait sans répondre. Et puis, il y avait Ryan. Il était le petit ami d'Emily depuis près d'1 an. Poli, charmant, le genre de jeune homme qui savait gagner l'approbation d'une mère. Mais Karen avait toujours senti quelque chose qui clochait, quelque chose derrière son sourire trop parfait. Emily ne disait jamais de mal de lui, mais ses yeux, eux, en disaient long. Dernièrement, il semblait fatigué, comme s'il cachait quelque chose. Un soir, Karen trouva Emily en larmes dans le jardin. Elle dit que ce n'était rien, juste le stress des examens. Karen l'a pris dans ses bras, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'il y avait autre chose, beaucoup plus. Et puis un matin, Emily partit à l'école et ne revint jamais. Personne ne le savait encore, mais les derniers jours de sa vie furent remplis de peur, et quelqu'un savait exactement pourquoi. Pendant la majeure partie de sa vie, Emily Harper avait su exactement ce qu'elle voulait. Elle rêvait de quitter sa petite ville et d'étudier la médecine légale à l'UCLA. Elle disait souvent à sa mère « Je veux donner une voix aux morts ». Il y avait quelque chose de puissant dans cette déclaration, un mélange d'ambition, de justice et d'empathie. Elle croyait que chaque histoire méritait d'être racontée, même celle qui était enfouie sous le silence. Son projet était clair, terminer le lycée avec mention, obtenir une bourse et déménager en Californie à la fin de l'été.
Elle avait déjà commencé à postuler à des programmes, rédigeant ses essais à la main avec précision et passion. Elle rayonnait de détermination. Sa chambre était encombrée de manuels, de fiches et de manuels sur les scènes de crime. Elle ne se contentait pas de poursuivre un rêve, elle le construisait brique par brique. Mais alors, des fissures ont commencé à apparaître. Cela a commencé subtilement. Une tension étrange lorsque Ryan était dans les parages. Emily riait, mais ses yeux étaient vides. Elle lui tenait la main mais regardait par-dessus son épaule, comme si quelqu'un les observait. Karen a remarqué qu'elle ne l'amenait plus aussi souvent à la maison. Et lorsqu'elle le faisait, Emily restait nerveusement près de lui, comme si elle surveillait son humeur. Ryan Blake avait toujours semblé être le petit ami idéal, respectueux, affectueux, toujours prêt à aider à faire les courses ou à complimenter la cuisine de Karen. Mais derrière les portes closes, il était différent. Possessif, exigeant. Il envoyait sans cesse des SMS à Emily pour lui demander où elle était, avec qui elle était, quand elle rentrerait. Si elle ne répondait pas assez vite, il inondait sa boîte de réception d'accusations. Au début, Emily essayait de le cacher. Elle effaçait les messages, souriait malgré son anxiété et balayait les inquiétudes avec des phrases bien rodées comme « il est juste protecteur » ou « c'est sa façon de m'aimer ». Zoé, la meilleure amie d'Emily, n'était pas convaincue. Elle l'a confrontée une fois pendant le déjeuner, après qu'Emily soit arrivée avec une légère ecchymose près de la clavicule. Emily a prétendu qu'elle s'était cognée contre un meuble, mais Zoé n'était pas dupe. Elles se sont disputées. Zoé l'a suppliée de le quitter, mais Emily s'est contentée de pleurer et de promettre qu'elle contrôlait la situation. Karen aussi commençait à avoir des soupçons. Un soir, alors qu'Emily était sous la douche, son téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. Un message s'est affiché à l'écran. « Si je te revois avec lui, je te jure que… » C'est tout ce que Karen a pu lire avant qu'Emily ne lui arrache le téléphone et s'enferme dans sa chambre. La même semaine, Emily a posé à sa mère une question qui semblait anodine jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. « Tu crois que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment ?» demanda-t-elle, en remuant distraitement son chocolat chaud. Karen marqua une pause, observant sa fille. « Je pense que certaines personnes font semblant de vouloir changer. Mais celles qui veulent vraiment changer, elles n'ont pas besoin de le demander. Elles changent, tout simplement. » Emily ne répondit pas. Elle se contenta d'acquiescer, le regard fixé sur quelque chose au loin, comme si cette réponse confirmait une crainte qu'elle n'était pas prête à affronter. Puis les cauchemars commencèrent. Emily se réveillait en pleine nuit en hurlant. Karen se précipitait dans sa chambre et la trouvait trempée de sueur, tremblante. Emily prétendait que ce n'était que des cauchemars liés au stress de l'école, mais Karen n'était pas convaincue. Parfois, elle entendait sa fille marmonner dans son sommeil, des noms, des excuses, des murmures suppliants. Pourtant, Emily continuait à faire face. Elle souriait pour les photos, allait travailler, aidait ses voisins. Mais ce n'était qu'un masque, et Karen le savait. Une mère sait toujours. Un après-midi pluvieux, Emily rentra tôt à la maison. Elle était pâle, ses mains tremblaient. Elle ne dit rien, se glissa dans son lit et tira la couverture sur sa tête. Karen s'assit à côté d'elle et lui caressa doucement les cheveux. « Quoi qu'il se passe, » lui murmura-t-elle, « tu peux me le dire. » Emily ne répondit pas, mais ses yeux se remplirent de larmes. Le lendemain matin, Karen trouva une note glissée dans le journal d'Emily. Elle n'était adressée à personne, juste une ligne, griffonnée à la hâte. « Si quelque chose m'arrive, ce ne sera pas un accident. » Karen sentit son sang se glacer. Elle essaya de confronter Emily, mais la jeune fille se contenta de la serrer fort dans ses bras et de lui dire « Je t'aime, maman ». Quoi qu'il arrive, cette nuit-là fut la dernière fois que Karen vit sa fille vivante. La peur était là depuis le début. Et quelqu'un, peut-être même Emily elle-même, savait exactement comment cette histoire allait se terminer. C'était un mercredi, une matinée nuageuse où tout semblait un peu étrange. Emily Harper quitta la maison à 7h32, vêtue de son sweat à capuche habituel, son sac à dos en bandoulière. Elle embrassa sa mère sur la joue et lui dit « N'oublie pas de nourrir Cooper », en parlant de leur vieux Golden Retriever. Sa voix était calme. Trop calme. Karen s'en souviendrait plus tard.
C'était la dernière fois qu'elle voyait sa fille vivante. Émilie n'est jamais arrivée à l'école. À midi, l'école a appelé. Karen a vérifié son téléphone. Un malaise grandissant lui nouant l'estomac. Lorsqu'elle a appelé Émilie, la messagerie vocale a pris le relais. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Émilie répondait toujours. Toujours. Karen essaya de rester calme. Peut-être que sa fille avait séché les cours, perdu la notion du temps, n'importe quoi, sauf ce que son instinct lui disait. À 16 heures, elle se rendit à la librairie où Émilie travaillait le week-end. Il ne l'avait pas vue. Zoé n'avait pas non plus eu de ses nouvelles. Et Ryan affirmait ne pas lui avoir parlé de toute la journée, mais ses yeux clignaient lorsqu'il le disait. À 18h17, Karen a signalé la disparition de sa fille. Les policiers étaient polis, mais sceptiques. Les adolescents font souvent des fugues, a déclaré l'un d'eux en soupirant. Elle reviendra probablement dans un jour ou deux. Karen avait envie de hurler. Cette nuit-là, la pluie tombait sans relâche. Karen était assise dans la chambre d'Émilie, serrant l'oreiller de sa fille contre elle. Son parfum flottait encore dans l'air, shampoing à la lavande, un soupçon de chewing-gum à la cannelle. Elle faisait défiler de vieilles photos, relisait des SMS, repassait dans sa tête chaque moment qui aurait pu avoir une signification. Au matin, Émilie n'était toujours pas revenue. Jeudi après-midi, un appel est arrivé. Un jogger avait trouvé quelque chose dans les bois, juste à l'extérieur de la ville. C'était Émilie. Elle était face contre terre, à moitié ensevelie sous des feuilles et des branches, son sweatshirt trempé, une chaussure manquante. Son téléphone était introuvable. Le médecin légiste confirma plus tard qu'elle était morte depuis au moins 24 heures. La ville retint son souffle. Emily Harper n'était plus seulement portée disparue, elle était morte. L'autopsie a révélé des ecchymoses autour de son cou, des marques de ligature, ses ongles étaient cassés, elle s'était débattue. Il y avait de la terre sous ses ongles et des fibres qui ne correspondaient pas à ses vêtements dans son sweat à capuche. Mais aucune correspondance ADN, aucune empreinte digitale, juste le silence. Zoé était inconsolable. Elle a dit au détective qu'Émilie s'était confiée à elle quelques jours auparavant, qu'elle avait peur, qu'elle essayait de quitter Ryan, mais qu'elle ne savait pas comment. Elle craignait qu'il ne fasse quelque chose de définitif, comme elle l'avait dit. L'inspectrice Samantha Torres a pris l'affaire en main. Elle était méthodique, directe et totalement indifférente aux intrigues politiques d'une petite ville. Elle a commencé par interroger tout le monde, les amis, les collègues, les professeurs. Ryan fut convoqué le vendredi. Il ne pleura pas, il ne posa aucune question. Il dit simplement « c'est terrible » et passa le reste de l'interrogatoire à fixer le mur. Personne n'avait vu Émilie après qu'elle eut quitté la maison. Personne, sauf peut-être Monsieur Doyle. Le vieil ancien combattant qui habitait 2 maisons plus loin a déclaré avoir vu une berline sombre garée devant la maison des Harper ce matin-là. Il n'avait pas vu le conducteur, mais il se souvenait que la plaque d'immatriculation comportait un R et un 7. Ryan conduisait une Mazda noire. Sa plaque d'immatriculation se terminait par R7F. Mais cela ne suffisait pas. Sans preuve directe, il n'y eut ni arrestation, ni inculpation. Seulement le chagrin. Les funérailles d'Émilie étaient prévues pour dimanche après-midi. Tout le village était présent. Des fleurs envahissaient chaque recoin. Sa photo encadrée était posée près de l'autel, son sourire timide figé dans le temps. Karen se tenait à l'avant de la salle, hébétée. Elle n'avait pas dormi depuis 3 jours, elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Elle restait là, immobile, les yeux rivés sur la porte, comme si Émilie pouvait encore entrer. Et puis, Ryan est arrivé. Il était vêtu de noir. Son costume était impeccablement repassé, ses cheveux bien peignés, son visage rasé de près. Mais il était pâle, bouleversé. Il passa devant les rangées de personnes en deuil, devant Zoé, devant le cercueil fermé. Puis, sans prévenir, il s'arrêta devant Karen. Ils se retrouvèrent face à face. Il se pencha vers elle et murmura d'une voix à peine audible. « Je ne voulais pas. C'est juste qu'elle m'a tellement mise en colère. » Karen ne bougea pas. Elle ne cligna même pas des yeux. Il recula d'un pas, puis s'éloigna et disparut dans la foule. Personne d'autre n'entendit ces mots.
Mais Karen les avait entendus. Le garçon qui prétendait aimer sa fille venait de lui avouer son meurtre. Là, devant elle, à ses funérailles. Mais au lieu de crier, au lieu de s'effondrer ou d'appeler la police, Karen se retourna et quitta la pièce. L'inspectrice Samantha Torres avait déjà entendu beaucoup de confessions, mais jamais une murmurée lors d'un enterrement prononcée sans crainte ni remords. Lorsque Karen Harper entra au commissariat le lendemain matin, le visage pâle et calme, et raconta à Samantha ce que Ryan avait dit, l'inspectrice prit ses dires au sérieux. Mais légalement, ce n'était pas une confession. C'était un murmure, non enregistré, sans témoin. Pourtant, Torres savait qu'il y avait autre chose. Et maintenant, elle avait une raison d'approfondir ses recherches. Elle commença par les relevés téléphoniques de Ryan. Ce qu'elle découvrit était troublant. Le jour du meurtre d'Emily, le téléphone de Ryan était éteint pendant près de 6 heures. Son alibi était qu'il était chez lui en train de jouer à des jeux vidéo. Mais il n'y avait aucun message, aucun appel et aucune application n'avait été ouverte pendant cette période. Ce n'était pas une preuve, mais c'était une piste. Karen, quant à elle, n'attendait pas. Elle avait commencé à fouiller dans l'ordinateur portable d'Emily, ses cahiers, tout ce qui pouvait l'aider. C'est alors qu'elle a trouvé le dossier caché sur le disque dur d'Emily. Des captures d'écran de SMS de Ryan, certains menaçants, d'autres manipulateurs, la suppliant de ne pas le quitter. Il y en avait un en particulier, daté de 2 jours avant la mort d'Emily. « Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura », Torres l'ajouta au dossier. Mais les avocats de la défense étaient rusés, et elle savait ce qu'ils diraient, des histoires d'adolescents, des paroles prononcées sous le coup de l'émotion. Elle insista donc davantage. Elle interrogea à nouveau Zoé, qui admit qu'Emily avait essayé de rompre avec Ryan à 2 reprises, mais qu'à chaque fois, il s'était présenté en pleurant, parfois avec des cadeaux, parfois avec des menaces. Une fois, Emily avait même dit qu'elle pensait qu'il la suivait jusqu'à chez elle. Puis il y avait M. Doyle, le voisin. Torres a pris sa déposition et a recherché la partie de la plaque d'immatriculation. Elle correspondait à la Mazda noire de Ryan. Les images de vidéosurveillance d'une station-service située à 1,5 km de la maison des Harper le montraient au volant ce matin-là, à 7h41, quelques minutes après le départ d'Emily pour l'école. Lorsque Torres l'a ramené pour l'interroger à nouveau, les réponses de Ryan ont commencé à changer. Cette fois, il a dit qu'il avait fait un tour en voiture pour se changer les idées. Il ne pouvait pas dire où, juste dans les environs. Ce n'était toujours pas suffisant. Karen, furieuse et désespérée, a pris une décision. Elle a confronté Ryan elle-même, cette fois-ci sur son lieu de travail. Elle portait un micro fourni par Torres. Elle est entrée calmement, maîtrisée. « Tu as dit quelque chose à l'enterrement », a-t-elle dit, « et j'ai besoin de comprendre. » Ryan a ri nerveusement. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Mais le micro a capté un dérapage crucial. « Tu déformes mes propos, » a-t-il rétorqué. « Je n'ai pas dit que je l'avais tué, j'ai dit que je ne voulais pas lui faire de mal. » Ce n'était pas un aveu, mais ça s'en rapprochait. Puis vint la première percée. Les résultats de l'analyse du sweatshirt d'Emily sont revenus. Des fibres qui ne correspondaient pas à ses vêtements, mais qui correspondaient au tissu intérieur des sièges de la voiture de Ryan. Un mandat a été délivré. Torres a fouillé la voiture de Ryan et a trouvé une petite boucle d'oreille en or coincée entre le siège et la console. Karen a confirmé qu'elle appartenait à Emily. Un cadeau d'anniversaire. Elle la portait le matin de sa disparition. Mais l'affaire n'était pas près d'être résolue, car le lendemain, un nouveau témoin se présenta. Une fille nommée Lila Jensen, une camarade de classe d'Emily. Elle affirmait avoir vu Emily se disputer avec quelqu'un 2 nuits avant le meurtre, mais elle n'était pas sûre qu'il s'agissait de Ryan. Il lui ressemblait, mais il était peut-être plus grand, et il portait une casquette. Cela sema le doute. Puis vint l'appel anonyme, un message vocal laissé au commissariat. « Vous vous trompez de personne. Emily avait des secrets. Demandez à son amie. Pas la bruyante. L'autre. L'appel était introuvable. » Torres était revenue à la case départ. Elle interrogea d'autres élèves, fouilla dans la vie en ligne d'Emily.
trouva un deuxième compte sur les réseaux sociaux dont elle n'avait pas parlé à sa mère, privé et sous un pseudonyme. Il contenait des messages entre Emily et un garçon nommé Lance, quelqu'un de plus âgé, d'une autre ville. Emily voyait-elle quelqu'un d'autre? Torres le retrouva. Lance Matthews, 22 ans, travaillait dans un garage automobile dans un comté voisin. Il admit qu'ils avaient discuté en ligne et s'étaient rencontrés une fois, mais affirma que cela n'était jamais allé plus loin. « Je l'aimais bien, dit-il, mais elle m'avait dit qu'elle avait un petit ami fou. Elle avait peur qu'il la prenne. » Torres a vérifié son alibi. Il était correct, mais ce qui ne collait pas, c'était le comportement de Ryan. Sous surveillance, il a été vu en train de supprimer des fichiers de son ordinateur portable. Il a acheté un téléphone jetable. Il s'est même rendu dans une zone boisée à l'extérieur de la ville et y est resté pendant des heures, faisant les 100 pas, agité. Torres savait qu'elle avait suffisamment d'éléments pour faire pression, mais peut-être pas pour l'arrêter. C'est alors que Karen a pris les choses en main. Elle a divulgué l'un des SMS menaçants de Ryan à un blogueur spécialisé dans les crimes réels, qui compte plus de 2 millions d'abonnés. Le message est devenu viral en quelques heures. La ville a explosé de colère. Les gens ont commencé à manifester devant le lieu de travail de Ryan. Il a été suspendu, harcelé, surveillé, et puis il a craqué. 2 jours plus tard, il est entré dans le commissariat, les mains tremblantes. « Je veux parler », a-t-il dit. Mais qu'a-t-il dit? Ce n'était pas ce à quoi tout le monde s'attendait. Si cette histoire vous touche profondément, si vous avez déjà connu quelqu'un comme Emily, prenez un moment pour aimer cette vidéo et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre voix compte. Parfois, s'exprimer peut être le premier pas vers le sauvetage de la vie de quelqu'un d'autre. Ryan Blake était assis dans la petite salle d'interrogatoire, les mains crispées sur ses genoux. Les néons bourdonnaient au-dessus de sa tête, projetant une lumière blafarde sur son visage pâle. L'inspectrice Samantha Torres se pencha lentement vers lui, les yeux rivés sur les siens. « Je veux parler », avait-il dit. Mais ce qui suivit n'était pas la confession à laquelle elle s'attendait. « Je n'ai pas tué Emily », commença Ryan. « Pas comme vous le pensez. » Torres haussa un sourcil. « Expliquez-vous. » Il expira bruyamment. « Je suis allé la voir ce matin-là. » « Oui. J'ai attendu devant chez elle. Je voulais juste lui parler. Je n'avais pas prévu ce qui s'est passé. » Mais Torres resta silencieuse, laissant le poids du moment peser sur ses épaules. « On s'est disputé. Elle m'a dit que c'était fini. Pour de bon cette fois. Elle m'a dit qu'elle ne m'aimait pas et qu'elle ne m'avait jamais aimé. Je l'ai attrapée par le bras, j'ai juste... » Il s'interrompit, tremblant. Elle s'est débattue. Elle est tombée. Elle s'est cognée la tête. Ça ne devait pas se passer comme ça. Mon Dieu, je ne voulais pas. Torres plissa les yeux. Alors, tu l'as laissée là, dans les bois? Ryan secoua la tête. Non, j'ai paniqué. Je ne savais pas quoi faire. Je l'ai mise dans la voiture. J'ai roulé pendant des heures. Je pensais... Je ne sais pas. Je pensais qu'elle n'était peut-être pas morte, mais elle ne bougeait pas. Alors oui, je l'ai laissée. Je l'ai laissée et je me suis enfui. Cela semblait répété. À moitié vrai. Commode. Mais alors que Torres commençait à remettre en question son histoire, on frappa à la porte. Un autre agent entra et lui murmura quelque chose à l'oreille. Torres se leva immédiatement et quitta la pièce. Ce qui venait d'entrer changeait tout. Karen Harper était retournée dans la chambre d'Emily ce matin-là. En triant une boîte contenant les projets scolaires de sa fille, elle avait trouvé quelque chose collé sous un tiroir du bureau, une clé USB. L'étiquette disait « Si je disparais ». Torres l'a branchée au commissariat. Elle contenait des enregistrements audio secrets qu'Emily avait faits, des conversations entre elle et Ryan. Le dernier datait de 3 jours avant sa mort. On y entend Ryan crier. Sa voix est incohérente, paniquée. « Tu crois que tu peux me quitter comme ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne vas nulle part, Emily, pas sans moi. » Sa voix est tremblante, mais ferme. « Ce n'est pas de l'amour, Ryan. C'est du contrôle, et j'en ai assez. » Il y eut un bruit sourd, un cri étouffé, puis
le silence. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Torres est retourné dans la salle d'interrogatoire et a écouté l'enregistrement à voix haute. Le visage de Ryan s'effondra. Il avait perdu tout son sang-froid. Il s'affaissa en avant, sanglotant dans ses mains. « Je ne voulais pas », murmura-t-il à nouveau, mais cette fois personne ne le croyait. Le procureur a retenu les chefs d'accusation suivants: meurtre au 2e degré, obstruction à la justice et falsification de preuves. La ville était sous le choc, mais le choc ne s'est pas arrêté là. En effet, lorsque la police a exécuté un autre mandat, cette fois-ci pour l'ordinateur portable de Ryan, elle a trouvé un dossier caché et crypté par un mot de passe. L'équipe technique a réussi à le déchiffrer. Il contenait des dizaines de vidéos. Pas seulement d'Emily, mais aussi d'autres filles. Des conversations, des enregistrements provenant de sa voiture et même des images qui semblaient provenir d'une caméra cachée dans une pièce qui n'était pas la sienne. Torres se figea. Qui étaient ces filles? Au cours de la semaine suivante, 3 jeunes femmes se présentèrent. Toutes avaient fréquenté Ryan. Toutes affirmaient qu'il les avait harcelées, menacées. Certaines avaient même déposé des ordonnances restrictives qui, mystérieusement, n'avaient abouti à rien. Emily avait essayé de les avertir, mais personne ne l'avait écoutée. Karen Harper a été appelée pour identifier certaines des photos. Les mains tremblantes, elle a désigné une fille dont Emily avait parlé auparavant. « C'est Maria », a-t-elle dit. Elles travaillaient ensemble. Emily a dit qu'elle avait démissionné soudainement et qu'elle n'était jamais revenue. Maria a été retrouvée. Elle était en vie, mais terrifiée. Elle a confirmé que Ryan l'avait suivie jusqu'à chez elle un soir. Lorsqu'elle avait menacé de le dénoncer, il lui avait envoyé une photo de son petit frère en train de se rendre à l'école. Elle avait quitté la ville le lendemain. La vérité était insupportable. Emily n'était pas seulement victime d'un tragique accident ou d'une relation ratée. Elle était un avertissement qui aurait pu sauver d'autres personnes si seulement les bonnes personnes avaient écouté à temps. Lorsque Ryan a comparu pour la première fois devant le tribunal, la foule était immense à l'extérieur. Des pancartes, des bougies, des slogans réclamant justice. Karen était assise au premier rang, le regard fixe, la mâchoire serrée. Elle n'a pas bronché lorsqu'il a été amené. Elle n'a pas détourné les yeux lorsque les chefs d'accusation ont été lus. Quand on lui a demandé si elle voulait prendre la parole, elle s'est levée. « Ma fille vous a tout dit », a-t-elle déclaré. Dans ses messages, dans sa voix, dans son silence, elle a essayé de vivre. Vous ne l'avez pas laissé faire. Mais maintenant, elle ne sera plus jamais ignorée. La salle d'audience était silencieuse. Ryan s'est vu refuser la liberté sous caution. Mais pour Karen, aucun verdict ne lui apporterait la paix. Pas encore. Le procès a duré des mois. Chaque détail des dernières semaines d'Emily Harper a été disséqué, examiné, mis à nu aux yeux du monde entier. La défense a tenté de dépeindre Ryan comme un jeune homme troublé qui avait perdu le contrôle. Elle a évoqué la pression, le chagrin, la jeunesse. Mais rien de ce qu'elle a dit n'a pu effacer les enregistrements, les fibres, les témoins, les indices. Le jury n'a pas délibéré longtemps. Ryan Blake a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Il a été condamné à 48 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. La salle d'audience a éclaté en un murmure et quelques personnes ont même applaudi, rapidement réduites au silence par le juge. Mais Karen Harper n'a pas pleuré. Elle n'a pas souri. Elle a simplement hoché la tête. Justice avait été rendue. Mais Karen a rapidement compris que justice ne rimait pas avec paix. Les jours qui ont suivi le verdict ont été calmes. Trop calmes. La chambre d'Emily est restée intacte. Ses manuels scolaires étaient toujours ouverts. Son sweat à capuche préféré était toujours posé sur la chaise. Karen s'asseyait parfois là, tenant le journal de sa fille, lui murmurant des histoires comme si Emily pouvait encore l'entendre. En ville, l'affaire Emily a déclenché quelque chose de plus profond. Les filles ont commencé à parler, de leurs ex violents, des menaces qu'on leur avait dit d'ignorer, de la peur déguisée en affection. La police a mis en place de nouveaux protocoles de formation. Un groupe de défense locale, appelé Voice for Emily, la voix d'Emily,
a été fondée pour apporter un soutien juridique et émotionnel aux adolescents victimes de relations contrôlantes ou abusives. Karen en est devenue le visage malgré elle. Elle n'avait jamais voulu être sous les feux de la rampe, mais elle connaissait le poids du silence. Elle a assisté aux réunions du conseil scolaire, pris la parole lors de rassemblements, raconté l'histoire d'Émilie à la télévision nationale. Elle n'a pas embelli les choses. Elle a dit la vérité laide, insupportable, mais nécessaire. Un jour, plusieurs mois après le verdict, Zoé s'est présentée à la porte de Karen avec une boîte. « Ça vient du casier d'Émilie », a-t-elle dit d'une voix étranglée. Ils l'ont enfin vidé. À l'intérieur, il y avait des cahiers, une barre granola à moitié mangée, une photo usée de Karen et Émilie riant dans le jardin, et tout au fond, une lettre, pliée et scellée. Karen l'a ouverte lentement. « Maman », commençait-elle, « si jamais tu trouves cette lettre et que je ne suis pas là, sache que j'ai essayé. J'ai essayé d'être courageuse, j'ai essayé de partir. Je ne voulais pas mourir dans la peur. Je t'aime. Pour toujours, Émilie. » Karen serra la lettre contre son cœur et se laissa enfin aller à sangloter. Pas pour obtenir justice, pas pour tourner la page, mais pour la petite fille qui, autrefois, se glissait dans son lit pendant les orages et lui murmurait « Ne me lâche pas. Je ne t'ai jamais lâché, » murmura-t-elle en retour, « et je ne te lâcherai jamais. Qu'auriez-vous fait? Si c'était votre fille, si quelqu'un vous avait regardé dans les yeux lors de ses funérailles et vous avait murmuré une confession, seriez-vous resté silencieux? Ou auriez-vous fait exactement comme Karen Harper? Cette histoire n'est pas seulement une question de justice. Il s'agit d'écouter les voix que nous ignorons souvent, les cris silencieux, les signes subtils, les choses dont nous nous convainquons qu'elles ne sont pas graves, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Émilie a essayé de parler, avec ses mots, avec sa peur, avec son silence, et maintenant son histoire peut parler pour d'autres. Si cette affaire vous a ému, nous vous demandons une seule chose. Partagez-la. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Un ami, un parent, une fille. On ne sait jamais qui vit le même cauchemar derrière des portes closes. Laissez vos commentaires. Selon vous, quel a été le tournant? Aurait-on pu faire plus? Et qu'auriez-vous fait à la place de Karen? Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies qui doivent être entendues. Et activez les notifications, car la prochaine histoire que nous raconterons pourrait être plus proche que vous ne le pensez. Votre voix compte, utilisons-la.